Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire réalisé dans le cadre du forum Climat-Énergie du Grand Ouest, organisé par les chambres d'agriculture de Bretagne, des Pays de Loire et de Normandie, en partenariat avec plusieurs structures agricoles et soutenu financièrement par l'ADEME et les régions. Alors, je suis Hervé Gorius, chargé de mission énergie-climat à la Chambre d'agriculture de Bretagne, et je vais animer ce webinaire avec l'appui technique de mon collègue Pierre Philly, qui va avoir un œil particulier sur le chat, conseiller énergie à la Chambre d'agriculture de Bretagne également. Alors, 8 webinaires vous sont proposés aujourd'hui et demain sur des thématiques très variées dans le cadre de ce forum. Celui que nous entamons s'intéresse à l'énergie et plus particulièrement aux voies innovantes pour la production des énergies de demain en agriculture. Face aux enjeux de la transition climatique, il est plus que jamais nécessaire d'innover pour économiser nos consommations, massifier la production d'énergie renouvelable tout en optimisant leur utilisation, mais aussi explorer de nouvelles façons d'intégrer la production d'énergie au sein d'une économie circulaire des territoires. Donc, vaste programme en perspective. Alors, notre webinaire, il vise à illustrer concrètement, mais modestement, ces différentes facettes de l'innovation à travers des projets très variés que vont nous présenter nos quatre intervenants. Nous remercions ainsi Hugo Geland de la société FinTech, Julien-Philippe Jacquet d'Enedis, Bruno Adémar de la société Sublime Énergie et Jean Foyer de Kairos Énergie. Bon, on aura l'occasion de les présenter plus précisément lors de les interventions. Donc notre webinaire il va durer à peu près 1 heure. Donc en gros, c'est 15 minutes par intervenant, 10-12 minutes d'intervention, plus un temps de questions qui, je pense, est toujours nécessaire, environ 5 minutes. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat. Donc Pierre sera attentif à relayer ces questions. Et on prévoit bien un temps de questions après chaque intervention, voilà, pour compléter la présentation. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Hugo Geland, donc animateur commercial de la société FinTech, qui va nous présenter leur procédé de centrale solaire thermique permettant d'optimiser les consommations d'énergie liées à la production d'eau chaude. Donc, Hugo, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc, Hugo Geland, animateur commercial de la société FinTech qui est basée à Laval en Mayenne. On va parler aujourd'hui de production d'énergie sous forme d'eau chaude, production d'énergie solaire, donc solaire thermique et non photovoltaïque. Donc, société FinTech aujourd'hui qui propose des centrales solaires thermiques 100% décarbonées universelles. Le but étant d'aller produire de l'eau chaude et du chauffage jusqu'à 100 degrés à température. Vous pouvez apercevoir un visu de notre technologie qui aujourd'hui a été reconnu par le projet européen ICAR for Farms pour réduire les émissions de CO2 dans le nord-ouest Europe et primé InnovSpace 2022. L'objectif étant de proposer une solution 100% décarbonée avec aujourd'hui une reconnaissance à l'échelle européenne. Plus de 50 installations réalisées aujourd'hui sur le terrain qui nous permettent d'avoir une technologie qui est mûre, qui a fait ses preuves et en plein déploiement. Et le projet européen dans lequel nous avons été retenus permet aujourd'hui de développer 21 sites pilotes jusqu'à fin 2023 dans diverses activités liées au marché agricole. Vous pouvez apercevoir en photo le premier site pilote du projet européen qui est basé en Sarthe, qui lui permet sur un élevage de 400 places de veau de boucherie à économiser 5 tonnes de gaz propane chaque année et 15 tonnes de CO2. C'est un élevage qui autoconsomme 70% d'énergie renouvelable pour la production de son eau chaude, donc ce qui est une grosse partie de son énergie économisée. Qui sommes-nous? La société a été créée en 2010 par Monsieur Feng, qui est docteur en mécanique. On innove aujourd'hui dans la production de systèmes solaires thermiques avec 6 brevets déposés et on se place sur le marché en tant que concepteur, fournisseur de matériel selon notre cahier des charges, avec différents partenaires qui nous ont soutenus depuis le développement et on les remercie.
un réseau aujourd'hui de distributeurs et installateurs qui sont formés à la distribution donc des technologies FinTech sur le marché agricole, industriel et des collectivités, avec différents installateurs qui se retrouvent aujourd'hui principalement Grand Ouest et puis à l'échelle nationale en développement à raison d'une trentaine de distributeurs formés. Alors, l'innovation aujourd'hui chez FinTech est basée sur différentes approches. On va capter l'énergie quand on peut, donc le soleil tombe sur nos têtes tous les 24 heures, plus ou moins, mais n'est pas taxé, son transport est gratuit. Donc on va capter l'énergie quand on peut, la stocker directement dans notre centrale solaire thermique, sous forme d'eau chaude tout simplement, et on va aller la lier à l'usage en fonction des exigences de l'utilisateur. Sans plus tarder, je vais vous présenter succinctement comment fonctionne le système. On va travailler avec des capteurs tubes sous vide de haute performance qui ont été sélectionnés. Donc, il ne s'agit pas de capteurs plats comme on pourrait voir sur du photovoltaïque ou d'anciennes générations en solaire thermique. Il s'agit de capteurs tubes de haute performance qui permettent de capter 3 types de rayonnement à 360 degrés. Donc, je vais venir un petit peu plus en détail vers les slides suivantes. Le système est posé souvent au sol puisqu'on vient stocker des grosses quantités d'eau chaude directement au-dessus des capteurs, ce qui nécessite, si on travaille sur toiture, des études de charge pour pouvoir avoir des charpentes adaptées, ce qui fait que la plupart de nos installations sont réalisées au sol. Les différents chauffe-eau solaires vont être placés en série en fonction de la taille du besoin et de la volonté du porteur de projet d'être plus ou moins autonome sur sa production d'eau chaude ou de chauffage. Et on va aller alimenter cette centrale solaire en eau froide. Donc, au lieu d'aller alimenter une chaudière, un ballon électrique ou autre système d'énergie fossile, on va aller alimenter un ballon qui est stocké au-dessus des capteurs, qui fait 300 litres et qui est en inox. Et on va aussi alimenter en eau froide des tubes de captage de la luminosité, et non la chaleur, c'est vraiment la luminosité qui joue, pour pouvoir ensuite aller capter 3 types de rayonnement. On a du rayonnement direct, je ne sais pas, aujourd'hui, on vient de régions différentes, mais on a aujourd'hui, chez nous en Bretagne, un rayonnement direct plein sud, un temps lumineux qui va venir frapper sur les tubes, et on retrouve la possibilité d'éblouir l'arrière du capteur avec du rayonnement qu'on appelle réfléchi, du rayonnement diffus, qui est très présent lorsqu'il fait plus ou moins beau, quand on a un temps mitigé. Donc de cette façon, on va maximiser le captage de la luminosité sur le tube, et on va ensuite travailler par thermosiphon. Le thermosiphon, c'est simple, l'eau froide va être plus lourde que l'eau chaude. L'eau chaude va automatiquement monter dans mon ballon de stockage de 300 litres au-dessus des capteurs. Et on va ensuite mettre les différents éléments en série pour pouvoir ensuite stratifier les températures. Stratification, c'est simple. On va séparer le froid du chaud. Et de cette façon, c'est seulement l'eau chaude qui va avancer d'élément en élément pour monter en température et devenir toujours de plus en plus chaude et avoir un meilleur rendement par rapport à une technologie ancienne génération. Vous allez avoir dans votre second chauffe-eau solaire une eau qui est de plus en plus chaude. Et on va ensuite passer par un échangeur. Cet échangeur, il va me permettre de chauffer en fait l'eau de consommation. Donc dans le ballon au-dessus des capteurs, on va avoir un bain-marie. C'est une eau qui est stagnante, sans pression. Et dans le serpentin, on va aller alimenter donc de l'eau sanitaire ou de l'eau de chauffage, qui permet aujourd'hui d'aller vers différents usages. Chauffer un bâtiment via un plancher chauffant, via des radiateurs, utiliser l'eau chaude pour un atelier en haute boucherie, pour du nettoyage en élevage laitier, pour tout autre besoin, comme pour des industries agroalimentaires, notamment lorsqu'on sort du marché agricole. C'est un système où on ne va jamais avoir de surchauffe. En fait, on évapore tout simplement le surplus de température au-dessus des capteurs. Et on utilise aussi, je ne le détaille pas aujourd'hui, mais du stockage, c'est-à-dire de la géothermie forcée, c'est-à-dire qu'on stocke aussi de l'énergie dans le sol lorsqu'on a parfois de la non-activité pour gagner en production, en efficacité énergétique. Vous l'aurez compris, le but est vraiment d'avoir un système, nous, qui est passif. On maximise le captage de l'énergie avec les capteurs tubes à 360 degrés. On vient stocker au-dessus des capteurs 300 litres d'eau. On vient séparer les températures naturellement par stratification. Et on vient ensuite
utiliser un échangeur qui nous permet de maintenir la pression du circuit de chauffage ou d'eau chaude existant et qui en fait nous permet d'aller alimenter un appoint en énergie, quelconque système à énergie permanente, sans aucune électricité. C'est un système vraiment passif qui nous permet aujourd'hui de travailler en fiabilité et dans le temps avec efficacité et robustesse. Alors, quelques résultats, j'ai choisi aujourd'hui deux exemples. Un élevage en haute boucherie, par exemple, sur des gros volumes d'eau chaude, à hauteur de 3500 litres par jour à 80 degrés. On retrouve 12 unités solaires thermiques avec un montant d'investissement aux alentours des 60-70 000 euros avant subvention. C'est des dossiers qu'on arrive aujourd'hui à les défendre avec des subventions aussi, avec des montants qui se retrouvent aux alentours des 40 et quelques mille euros après subvention. Quelques résultats, on retrouve un rendement sur les capitaux investis en haute boucherie avec du gaz à 1 000 euros la tonne, entre 8 et 10%, avec un retour sur investissement aux alentours des 10 ans. C'est un éleveur aujourd'hui, en gros, qui va économiser 80 tonnes de gaz sur 20 ans et 200 tonnes de CO2 évitées. Donc ça se valorise aussi, ça se valorisera dans son bas carbone. Et on a un éleveur qui va éviter de dépenser 80 000 euros de gaz sur 20 ans. Donc ça, c'est un exemple avec des gros volumes d'eau chaude. Et on va retrouver un exemple avec de la rentabilité sur un plus petit besoin, par exemple 600 litres d'eau chaude pour un élevage laitier, où en fait, on va donner la capacité à l'utilisateur d'avoir 15 à 20% de rendement sur les capitaux investis et un retour sur investissement à 7 ans, qui est dépendant en fait du prix de l'énergie. Là, on a une eau qui est chauffée avec du kilowattheure électrique à 20 centimes. Et on va lui permettre de réduire de 2 000 euros son coût de chauffage d'eau sur un besoin de 3 000 euros, sur une dépense de 3 000 euros annuels. Donc on couvre à 67% ses besoins d'eau chaude. Au-delà du retour sur investissement, la durée de vie du produit aux alentours des 30 ans nous permet de nous projeter en fonction du porteur de projet, de sa vision dans le temps, mais en fonction des hypothèses d'augmentation du prix de l'énergie que vous pouvez voir apparaître ici. Je vais faire défiler assez rapidement quelques photos de réalisation, c'est pour que vous puissiez voir les différentes applications. On a différents systèmes en plusieurs lignes. C'est un système modulable, c'est l'avantage. Ça, c'est du chauffage en élevage porcin. Vous pouvez voir apparaître aussi les différents partenaires plombiers chauffagistes. Donc là, on se rend compte de la luminosité à l'arrière du capteur. On a des petits besoins, nettoyage en salle de traite pour les élevages laitiers. En robot de traite aussi, c'est le cas. Et on arrive à stocker l'eau en fait toute la nuit pour diffuser dans les robots de traite toute la nuit. C'est l'avantage d'avoir de l'eau chaude. C'est un stockage qui est simple pour nous. En atelier de transformation pour les fromages, laiterie ou autres. En chauffage de bâtiments avicoles via plancher chauffant, par exemple. En différentes lignes en veau de boucherie. En intégration directement au bâtiment avec de la luminosité à l'arrière, où on a pris soin par le porteur de projet de peindre ce mur en blanc pour éblouir au maximum l'arrière du capteur. Et puis quelques conclusions qui prouvent qu'aujourd'hui, on arrive à fonctionner là où le climat est changeant et nuageux, avec une production d'eau chaude jusqu'à 100 degrés, qui aujourd'hui permet de travailler à l'échelle européenne, Nord-Ouest Europe, et de pouvoir répondre à la réduction des émissions de CO2. Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire. Vous pouvez voir apparaître nos contacts, donc mon collègue qui est chargé de la partie commerciale, Marc, et puis Monsieur Feng en personne, et puis une photo d'une clôture solaire. Ça fait partie de notre gamme de produits aujourd'hui pour le particulier, pour les collectivités. On est capable d'aller chauffer un bâtiment et de produire son eau chaude sanitaire avec une clôture design qui joint l'utile à l'agréable. Merci à tous. Merci Hugo de cette présentation très riche et dans les temps. Merci bien. Donc une solution effectivement relookée. On connaît le solaire thermique quand même, c'est connu depuis longtemps, mais on a voilà une solution qui paraît très optimisée, qui semble se révéler pertinente pour pas mal d'usages. Alors on entame un peu notre première séance de questions. Donc, je donne peut-être la parole à Pierre, savoir s'il y a quelques retours sur le chat. Oui, alors une première question pour Hugo. Où sont fabriqués les capteurs? Aujourd'hui, toute la production du système est sous-traitée
Elle est sous-traitée aujourd'hui en Chine sur toute la prod. Cahier des charges aujourd'hui qui est demandé selon nos sites brevets. On a une petite partie de la production qui est aujourd'hui réalisée à Dirix, notamment sur la clôture que je viens de présenter. Bon, le but de la société étant par la suite de pouvoir localiser la production pour pouvoir répondre au label bas carbone d'une façon plus. Merci Hugo. Une question suivante. Jusqu'à combien de besoins d'eau chaude peut-on installer ce système? Aujourd'hui, il n'y a pas de limite en fait dans le dimensionnement, simplement l'encombrement, je pense au sol ou sur toiture, qui va être un frein en fait, comme tout système, je pense, solaire de façon générale. Donc on peut dimensionner le système à l'infini, puisque c'est un système qui se gère en surchauffe et en gel. Donc on ne va pas refuser l'énergie, on va savoir la gérer directement au niveau du système. Ensuite, c'est les possibilités de pose au sol sur toiture qui vont, je pense, nous bloquer sur la taille du dimensionnement. Et en termes de couverture, on travaillera au maximum de toute façon à 70% de couverture d'autoconsommation énergétique. Et question suivante. En termes de maintenance, et quels sont les potentiels risques de dysfonctionnement? En maintenance, depuis 2010, on n'a pas aujourd'hui de maintenance réalisée sur le système. C'est ce que nos porteurs de projet nous disent. C'est un système qui est autogéré en surchauffe et en gel. On n'a pas de glycol, on n'a pas de pression dans le système. C'est un système qui est tout en inox. On demande simplement à l'utilisateur de l'assurer en bris de glace, puisque ce sont des tubes en verre sous vide renforcés. Donc, il faut vraiment assurer cette partie capteur. Le reste du système, il n'y a pas de suivi qui a été réalisé depuis 2010. Je continue sur les questions, Hervé. On a Oui, on pas. peut prendre une ou deux questions. Je vois que ça arrive au fur et à mesure. Donc, Oui. D'où provient l'eau utilisée? Peut utiliser, elle peut provenir d'un forage, elle peut provenir du réseau, elle peut provenir d'un retour chauffage forcément. Nous, on fait attention aux qualités de l'eau, hein, sur des eaux qui sont calcaires, ferrugineuses, où on va avoir de la manganèse. Forcément, on demande des études au préalable pour que on puisse ensuite avoir une garantie d'utiliser le système pour le porteur de projet à long terme. Donc ça, on est attentif à la qualité d'eau. Et dernière très question bien. peut-être. Voilà. Quelle démarche administrative nécessaire à l'installation de ces panneaux au sol? Aujourd'hui, au sol, c'est simplement une déclaration de préalable de travaux. C'est un système qui ne dépasse pas les 1,80 m de hauteur. Donc ça, c'est important de le dire. Et derrière, on ne travaille pas sur de la puissance vraiment. En fait, c'est pas de l'électricité. Il y a zéro électricité dans le système. C'est vraiment de l'eau chaude, hein. L'eau chaude. Donc on sort des demandes aujourd'hui habituelles qu'on peut retrouver en termes de permis de construire ou d'éclat préalable de travaux pour, par exemple, des centrales photovoltaïques. Et j'aurais une toute petite dernière question quand même par rapport à des centrales solaires thermiques déjà existantes. C'est quoi le gain effectivement de ce nouveau dispositif en termes C'est vrai de... qu'on reste toujours très. Merci Hervé pour la remarque. On reste toujours très humble aujourd'hui par rapport à la production. On sait qu'un capteur classique dans les régions, en région Bretagne, c'est 400-450 kWh par mètre carré en solaire thermique. Aujourd'hui, nos éleveurs, depuis 2010, ils observent 900 à 1100 kWh par mètre carré observé. Donc en fait, on arrive à sortir une économie d'énergie qui est 2 fois supérieure au moins à un système ancienne génération. D'accord. Impressionnant effectivement l'évolution. Eh ben, merci beaucoup Hugo de ces compléments d'information sur ce système très intéressant. Euh, Nous enchaînons maintenant sur un nouveau dispositif que l'on ne connaît pas très bien en agriculture. C'est l'autoconsommation collective, destinée à améliorer la valorisation locale de la production d'énergie renouvelable. Et pour nous éclairer, je donne la parole à Julien-Philippe Jacquet, qui est adjoint au directeur territorial d'Enedis pour le Morbihan, qui va nous exposer un peu, pour en savoir un peu plus sur ce dispositif. Alors, oui, Alors Hervé, je pense que
Julien a dû avoir un problème technique. Je ne le vois pas dans la liste des participants. Bah, c'est vrai, là, Il était non plus, connecté il y a un instant. Je c'est bien regarde. tombé. Petits aléas techniques en direct. Je reviens vers vous, parce qu'effectivement, Voilà, j'ai tu été avais coupé juste au appuyé sur moment le où je mauvais bouton. sentais que... Non, j'ai été coupé juste au moment où j'ai bien vu que tu m'annonçais. Donc, voilà, donc je remonte tout de C'est les suite aléas. les éléments et on va pouvoir commencer. Hop, le partage. Et théoriquement, vous devez voir le début de ma Très présentation. bien, Si tout se passe bien, ça fonctionne. ça fonctionne. Bon, impeccable, en espérant que la liaison puisse se maintenir le temps de mon intervention et des questions. Donc, Enedis, donc je rappelle juste, je suis l'adjoint de la directrice territoriale d'Enedis sur le Morbihan. Et je vais vous parler d'autoconsommation collective, qui est une innovation, ou en tout cas un nouveau mode de valorisation possible de l'énergie photovoltaïque produite par des panneaux solaires notamment, si on parle de solaire. Donc aujourd'hui, plusieurs façons de valoriser cette énergie, hein, ou bien on revend l'énergie directement sur le réseau via de l'offre d'achat ou via un contrat particulier avec un acheteur. On peut consommer soi-même l'énergie produite en totalité ou partiellement en injectant le surplus sur le réseau d'électricité, de distribution. Ou alors, il y a un nouveau dispositif qui a émergé il y a quelques temps déjà, mais qui a pris du temps à trouver son cadre réglementaire et qui petit à petit le trouve et les dispositions s'étendent. C'est l'autoconsommation collective qui permet en fait à un ou des producteurs de partager et de vendre l'électricité produite et injectée sur le réseau à ses voisins, pour faire simple. Ces voisins pas trop éloignés, je vais vous en parler juste après. Donc voilà, donc ces dispositifs d'autoconsommation collective, donc un producteur ou des producteurs qui vont partager, vendre l'énergie produite par leur production à des consommateurs autour de leur site de production. Donc pour établir cette autoconsommation collective, il faut que l'ensemble des personnes concernées, producteurs et consommateurs, se réunissent dans une entité qu'on appelle personne morale, un petit peu à la façon d'une coopérative ou d'une AMAP, hein, si on veut prendre des termes qui sont un peu en lien avec le monde agricole. Et donc, cette personne morale va gérer la relation contractuelle et la relation d'échange entre les producteurs et les consommateurs. Donc, il y a différents modèles qui existent, hein, des modèles relativement simples qu'on appelle des modèles patrimoniaux, où à l'intérieur de la personne morale, finalement, c'est tout le temps la même personne qui est à tous les bouts de la chaîne. Le producteur ou les sites de consommation, finalement, c'est la même personne. Donc ça, c'est un modèle patrimonial. Il y a des modèles spécifiques qui ont été développés pour autoriser pour les HLM, j'en parlerai pas ici. Et puis après, il y a les modèles dits citoyens ou lucratifs, où là, le ou les producteurs sont des entités totalement différentes des consommateurs. Voilà. Et à ce moment-là, il y a différentes personnes qui sont regroupées à l'intérieur de cette personne morale pour établir ce projet d'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective, elle a des limites, notamment des limites géographiques, mais aussi des limites en termes de production. Je vais évoquer que la partie verte de la présentation, c'est le périmètre étendu qui convient dans les cas qui peuvent vous intéresser. Une autoconsommation collective, elle va s'étendre sur une zone qui va faire un périmètre de 2 km. Alors 2 km, c'est la distance maximale entre les deux points les plus éloignés des participants. Voilà. Elle concerne des installations aussi bien en production qu'en consommation qui peuvent être sur le réseau basse tension ou sur le réseau moyenne tension, le réseau de distribution toujours. Et puis la puissance maximum de l'ensemble de la production,
qu'il y ait un producteur ou plusieurs producteurs, la puissance maximale totale, c'est 3 MW qui peut être inclus dans une opération. Et dans des cas particuliers, notamment dans des cas un petit peu ruraux, il y a certaines dérogations qui peuvent être faites à ce périmètre standard. Et à ce moment-là, une dérogation peut être demandée jusqu'à un périmètre de 20 km entre les participants les plus étendus. Mais c'est quelque chose qu'il faut demander au ministère et qui existe aujourd'hui sur le territoire. Comment est-ce que les choses se passent à l'intérieur de la personne morale et puis en lien avec le réseau? La personne morale organisatrice de l'opération, elle, donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, elle regroupe le ou les producteurs, mais aussi les consommateurs. Et cette personne morale, elle va gérer un peu les échanges entre le producteur et les consommateurs. Donc, elle va décider, et c'est une décision collégiale qui sera prise, de comment va être répartie la production du producteur vers les différents consommateurs. Donc ici, sur le schéma, le producteur produit 100, et puis la personne morale décide de répartir 40 vers le client numéro 3, 35 vers le client numéro 2 et 25 vers le client numéro 1. Cette répartition, c'est ce qu'on appelle la clé de répartition entre les consommateurs de la production. Et cette clé de répartition, c'est la personne morale qui décide de cette répartition. Et puis, bien évidemment, le fournisseur de chacun des clients va compléter les besoins en énergie et en électricité de chacun des clients. Voilà. Quand le producteur, dans le cas d'un photovoltaïque, ne produit pas, donc typiquement la nuit, les consommateurs ne sont pas sans électricité, ils sont connectés au réseau et le réseau vient leur apporter le complément d'énergie nécessaire. Toute cette mécanique de flux, elle est gérée par Enedis, donc c'est pour ça que je suis là pour vous la présenter. Et c'est des calculs de flux et de courbes de charge de chacun des consommateurs et producteurs sur le réseau qui vont permettre cette répartition. Et du coup, la valorisation pour le producteur de son énergie auprès des autoconsommateurs de son opération. Donc voilà pour le. Alors c'est très rapide, il y a plein de choses qui peuvent être détaillées sur chacun des points. Je vous parlerai des éléments et des endroits où vous pouvez aller récupérer plus d'informations, mais c'était pour déjà vous présenter un peu le principe de l'autoconsommation collective et de son fonctionnement. Aujourd'hui, donc je l'ai évoqué un tout petit peu en introduction, c'est un dispositif qui est en plein essor et qui, ces derniers trimestres, connaît une croissance assez importante, clairement en relation avec l'augmentation des coûts de l'énergie et de leur volatilité aussi. Donc voilà un petit peu la répartition géographique des opérations actuellement en service. Donc c'est aujourd'hui, alors qu'il est là, c'est des chiffres à fin décembre 2022, mais aujourd'hui on est à plus de 150 opérations en service, donc qui concernent 280 producteurs et plus de 1700 consommateurs. Voilà. Et beaucoup de projets, donc je vous le disais, en gestation. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 qui sont déclarés, ou en tout cas en projet déclarés auprès de nous et des interlocuteurs d'Enedis. Les documents que vous avez à disposition pour continuer et creuser cette option de valorisation de l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques installés sur des bâtiments agricoles ou sur du photovoltaïque au sol si la permission est faite. C'est le site d'Enedis avec un guide pédagogique qui vient d'être mis en ligne il y a vraiment quelques jours, décrivant exactement toutes les étapes un petit peu d'une opération. C'est aussi quelques vidéos qui vous seront fournies en complément de ce webinaire pour vous refaire un petit parcours de ce qu'est une opération d'autoconsommation collective. Et quand votre
projet à avancer, c'est une boîte mail générique qui accueille les déclarations ou les projets, ou qui peut accueillir aussi certaines questions que vous pouvez avoir sur une opération, voilà, des questions sur le déroulement d'une opération et l'implication d'Enedis. Une boîte mail, donc là je vous ai mis la boîte mail bretonne, mais il y a une boîte mail par région et dont on peut récupérer les informations sur le site d'Enedis aussi. Voilà, j'en reste là pour ma présentation. Je peux répondre effectivement à vos questions sans Très bien. souci. Bah, merci Julien Philippe. Effectivement, je pense que c'est un dispositif qui pose pas mal de questions. Par contre, pour bien cerner une première question, on est bien d'accord, ça ne concerne que le photovoltaïque. Des unités, par exemple, de méthanisation en cogénération ne peuvent pas être concernées par ce type de projet, par exemple. Si, alors toutes les productions peuvent être concernées. Après, il y a quelques cas particuliers de fonctionnement, mais ça ne se limite pas au photovoltaïque. C'est ce qu'on voit le plus couramment aujourd'hui, D'accord. mais ce n'est pas limitatif. Après, il faut regarder. Il y a effectivement quelques cas particuliers qui font que si on est avec un producteur en moyenne tension, toutes les productions ne sont pas possibles. Enfin voilà, c'est des éléments à creuser de façon un peu plus spécifique. Mais ce n'est pas limité au photovoltaïque. D'accord, très bien. Bah, Pierre, est-ce que tu as quelques retours sur le chat pour compléter? Alors oui, on a un peu de questions. La première question, est-ce que ça rejoint le même type de collectif que les centrales solaires villageoises? Tout à fait. On est effectivement sur ce même dispositif. Alors les centrales villageoises, c'est une association, mais derrière, ils passent par un dispositif d'autoconsommation collective, effectivement. Merci. Question suivante, quels sont les critères pour pouvoir bénéficier de la dérogation par rapport à la distance autour de tous les participants? Alors aujourd'hui, la dérogation, elle a été admise pour des questions de ruralité un petit peu, où on a une production qui finalement est un peu éloignée des sites de consommation. Mais pour moi, c'est le seul critère que je connais. Après, c'est à l'appréciation du ministère. On n'est pas consulté sur les décisions du. Ah, encore perdu Julien Philippe. Bon, j'espère que Julien Philippe va pouvoir se reconnecter. Visiblement, on l'a perdu. Bon, bah, je propose peut-être qu'on continue. Si on a perdu Julien Philippe, Ouais, on va on l'a peut-être perdu. enchaîner. On reviendra peut-être sur quelques questions, parce que c'est vrai que ça suscite beaucoup de questions quand même, ce dispositif. Voilà, il faudrait peut-être en plus, je vois qu'il y a des questions sur le chat qui portent un peu sur bien comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir pour les producteurs d'énergie renouvelable aussi, d'aller vers ce dispositif par rapport au contrat comment dire, de vente totale ou de vente de surplus. C'est vrai que ça serait bien qu'il puisse nous éclairer quand même là-dessus. À moins qu'il puisse revenir dans la minute, ça serait bien quand même. Bon, dommage qu'on ait une. Excusez-moi, j'ai une autonomie d'un quart d'heure, pas plus, visiblement. Ah Est-ce que oui, vous ça y est, m'entendez à bah voilà, nouveau? Pardon. on n'y est pour rien, hein, on arrivait au terme, mais on n'a rien coupé. Et c'est effectivement, peut-être on avait des questions sur l'intérêt finalement de bien porter l'intérêt qu'il peut y avoir sur le producteur d'énergie renouvelable par rapport à un contrat existant de vente totale ou de vente de surplus dans ce dispositif-là.
Alors, le producteur, l'intérêt du producteur, il va être purement financier. Et là, c'est dans la négociation interne à la PMO que les choses vont se faire. C'est-à-dire que le producteur, il voudra couvrir les frais d'amortissement et rentabiliser son installation. Les consommateurs, eux, voudront avoir éventuellement une énergie moins chère ou mieux maîtrisée sur le long terme, le coût de l'énergie sur le long terme que sur le marché. Donc, c'est véritablement un accord, un équilibre entre les besoins et la rentabilité nécessaires pour le producteur et les apports et la sécurité que ça peut apporter en termes d'approvisionnement en énergie pour les consommateurs. Voilà. Après, les contrats d'achat habituels continuent à exister. Il y a plusieurs. Voilà. Après, c'est une discussion entre les producteurs et les consommateurs. Après, c'est aussi un état d'esprit un petit peu de rentrer dans un mode de- d'échange circulaire local de l'énergie et de pas intégrer des dispositifs ou des mécanismes de marché qui finalement rendent les choses très, très abstraites. Voilà. Mais par contre, on s'entend bien, les deux dispositifs, enfin, éventuellement la vente totale et ce dispositif peuvent se complémenter. C'est-à-dire que un porteur de projet peut contractualiser sur de la vente totale et sur une partie de la durée de vie de son installation, rentrer dans ce dispositif pour vendre une partie de son énergie à un tarif effectivement dans ce cas-là peut-être plus avantageux pour lui par rapport à travers cette personne morale. C'est Alors, pas tout à l'un fait. ou l'autre, ça peut être Alors, voilà. c'est pas l'un ou c'est pas l'un, pas vraiment l'un et l'autre non plus. C'est l'un après l'autre parce que si on décide une vente totale, on a un contrat sur une durée déterminée Mhm. avec son acheteur et éventuellement à la fin de ce contrat-là, décider de partir sur un dispositif d'autoconsommation collective et de valorisation D'accord. de proximité de son énergie, sachant que si toute l'énergie n'est pas consommée par les consommateurs en proximité, le surplus peut lui être valorisé par un acheteur final. Très bien. Pierre, peut-être quelques questions du chat là? On peut en prendre deux. Oui, une autre question sur le plafonnement à 3 mégawatts. Est-ce on peut imaginer que le seuil soit révisé? Alors ça sera, c'est du domaine du législatif. Aujourd'hui, c'est 2 km 3 mégawatts. Dans la dernière loi d'accélération des ENR, on a entendu dire des choses, mais ce périmètre et ce niveau de puissance a été maintenu. Mais dans le domaine de l'autoconsommation collective, les choses ont bien changé depuis le début, hein. On était avant, il faut savoir, sur un périmètre qui était lié juste à un poste de distribution sur le réseau basse tension. Maintenant, on a élargi les choses, 2 km. Il y a la moyenne tension qui intègre. Donc, les choses évoluent. Donc, aujourd'hui, c'est le cadre réglementaire qui est fixé. Voilà. Dernière question. Oui, dernière question. Comment sont transmis les flux entre la personne morale et le fournisseur? Et Enedis, du coup, qui est Ouais. aussi dans la boucle. Alors, tous les flux sont, comme je disais, calculés et enregistrés par Enedis. Et Enedis transmet à chacun des intervenants de l'opération, donc le producteur, la personne morale, les fournisseurs, le responsable d'équilibre, les éléments dont chacun a besoin pour organiser son activité et la facturation. Donc, la personne morale et le producteur ont les éléments de facturation pour que l'énergie échangée entre le producteur et les consommateurs leur soit bien euh, établie. Et le fournisseur a lui aussi les informations liées au complément, notamment, pour qu'il puisse facturer l'énergie qui provient du réseau pour les consommateurs. Voilà. Et le point particulier, c'est que c'est les fournisseurs qui gèrent toute la partie taxes des TURP, taxes et tarifs d'utilisation du réseau public de distribution pour l'ensemble des transits
sur le réseau pour les consommateurs. Très bien. Ben, merci bien, Monsieur Jacquet. C'est un dispositif en fait un peu prometteur, hein, qui devrait finalement faciliter aussi l'acceptabilité sociale locale des projets de production d'énergie renouvelable. Donc Oui, maintenant, c'est peut-être participer. voilà, s'approprier dans le milieu agricole également. Alors, nous poursuivons notre exploration des différentes facettes de l'innovation en matière d'énergie renouvelable en abordant un nouveau procédé en cours de mise au point par la société Sublime Énergie, qui consiste à liquéfier le biogaz et qui relance de ce fait une vieille idée, celle du biogaz porté, hein, qui permettrait d'optimiser la valorisation des déjections animales comme source d'énergie. Donc, pour nous en parler, Bruno Adémar, cofondateur et président de Sublime Énergie, va nous présenter ce nouveau dispositif. Bonjour à tous, vous m'entendez? Vous voyez bien la présentation? C'est très bien, Bruno, oui, on en voit. Ok, parfait. Merci pour l'invitation, bienvenue à tous. Donc, Sublime Énergie, effectivement, nous développons une technologie unique au monde de liquéfaction de biogaz. Donc, je parle bien du biogaz, hein, du mélange méthane et CO2, puisque le biogaz est essentiellement constitué de méthane et de CO2, directement à la ferme, ce qui nous permet d'aller vers le marché des exploitations agricoles, on va dire, de taille plus petite, qui aujourd'hui n'ont pas accès à la méthanisation, en tout cas en autonomie, puisque ne produisant pas assez de biogaz sur l'exploitation. Et donc l'objectif, c'est d'aller vers la production de bio-GNL et de bio-CO2, puisque la technologie qu'on utilise nous permet de récupérer aussi le CO2 liquide, donc qui est facile à transporter et donc à utiliser, et puis capturer du carbone. On optimise en faisant de la méthanisation à la ferme, puisque c'est notre objectif, donc méthaniser au plus près les déchets de leur lieu de production et au plus vite. Donc on optimise aussi, bien entendu, le fait de diminuer les émissions de carbone. Donc on s'attaque à ces deux sujets, hein, qui sont bien évidemment très bien connus. Le fait que l'agriculture est responsable d'émissions de gaz à effet de serre en France, et la partie transport aussi, une part importante des émissions de gaz à effet de serre en France, en Europe et dans le monde. Donc aujourd'hui, pour les petites fermes, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de solution rentable pour qu'elles valorisent leur biomasse et capturent du carbone. Et on n'a pas non plus dans les transports, même si j'ai mis ici des voitures et que j'aurais dû mettre des camions, pour les mobilités lourdes, on n'a pas aussi non plus de solution adaptée pour décarboner. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est capturer le biogaz à la ferme, au plus près de la production. Notre technologie de liquéfaction et de transport de biogaz nous permet de ne transporter que de l'énergie. Et donc, on transporte bien le mélange méthane-CO2. On a un petit traitement, vous le verrez par la suite, qui enlève l'eau et le H2S avant liquéfaction. Et puis, pour aller vers de la distribution donc de bio-GNL et de bio-CO2. Et donc, on est sur de la valorisation de biométhane non injecté à des fins de mobilité, qui est cadré par un décret sorti en septembre 2021 et pour lequel il y a un cahier des charges et un appel à projet en préparation avec la CRE et la DGEC. Donc, quelle est cette technologie? Donc, on capte au plus près du méthaniseur à la ferme l'ensemble du biogaz. On a un premier pré-traitement qui permet d'enlever le H2S, l'eau et les COV, les composés organovolatiles. On a une première compression et un refroidissement à peu près dans les ordres de grandeur qui sont écrits là.
et c'est ce biogaz pré-traité qu'on vient liquéfier dans une citerne cryogénique en ajoutant un agent de portage. C'est ça le cœur de la technologie, c'est en fait venir faire une solubilisation du biogaz dans cet agent de portage qui a la propriété de rendre ce mélange ternaire, donc agent de portage méthane CO2 liquide, et donc facilement transportable vers un hub. Je reviendrai pour la définition du hub. Et arrivé sur le hub, on dépote donc l'ensemble du contenu de la citerne, agent plus méthane plus CO2. On a une épuration de gaz qui est une épuration cryogénique. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on voulait maximiser l'évitement de CO2 et de méthane. On sait que l'épuration cryogénique, c'est quelque chose qui est cher en électricité, mais il n'empêche que c'est la seule technologie qui permet de ne pas avoir de fuite de méthane. Toutes les technologies d'épuration ont des fuites. L'épuration cryogénique permet de ne pas en avoir. Donc on a deux colonnes de distillation cryogénique. Une première colonne où on récupère le biométhane, une deuxième colonne où on récupère le bio-CO2, puis bien entendu on recycle l'agent de portage qui en l'occurrence est refroidi au hub pour être envoyé dans la citerne et retourner vers la ferme pour retourner faire un cycle. Donc on a en sortie la possibilité de faire du biométhane non injecté pour la mobilité, donc bio-GNC, bio-GNL. On récupère bien entendu le bio-CO2 qui est liquide et donc qui est facilement transportable pour différentes utilisations. Aujourd'hui connues, être utilisé dans des serres, faire du CO2 alimentaire, faire du CO2 pour des extincteurs, pour des circuits frigorifiques, et demain, pour les nouveaux fuels, ceux qui vont avoir besoin de CO2 biogénique pour être qualifiés de fuel renouvelable, typiquement du biométhanol, par exemple, mais il y en a d'autres. Bien entendu, on peut aussi injecter ce biométhane dans les réseaux de transport ou de distribution, pour autant que le hub soit placé sur un réseau. Aujourd'hui, la R&D que nous avons faite, donc Sublime Énergie, a été créée en 2019 avec une technologie issue de l'École des mines de Paris. Un brevet a été déposé en 2020 suite à la réalisation du premier réacteur que vous voyez en bas à gauche, qui était notre preuve de concept de liquéfaction. Le brevet a été déposé, nous avons obtenu une licence exclusive, on a négocié une licence exclusive d'exploitation avec mine de Paris. Depuis, on a lancé l'ingénierie de la fabrication du démonstrateur que vous voyez au milieu, la grande colonne qui est la colonne de distillation cryogénique, qui a été mis en service en fin d'année 2022 à Palaiseau, au Centre d'efficacité énergétique des systèmes de Mines Paris. Et on est en train d'obtenir les résultats de liquéfaction. Donc on est sur un procédé unique au monde qui requiert encore quelques essais pour bien confirmer tout ce que la technologie a dans le ventre et tout ce qu'on en attend. En parallèle, on a lancé l'étude, la conception et les premières consultations de fournisseurs pour avoir la troisième étape de notre R&D et de notre maturation technologique, qui est un pilote qui s'appellera Charlie et qui est situé à Gazea, à Plélo, dans les Côtes d'Armor, et qui pourra produire. Donc c'est un pilote industriel. Bravo est un démonstrateur de taille industrielle, mais qui est au labo. On peut faire varier notamment les taux de CO2 pour voir comment la techno réagit, puisque le sujet est de ne pas solidifier le CO2 pour pouvoir faire des transferts et donc récupérer du biogaz, un mélange biogaz agent de portage liquide avec un minimum de solide. Donc Charlie, lui, est un pilote industriel qui va produire 180 tonnes de bio-GNL et 330 tonnes de bio-CO2 par an, et donc qui seront revendus localement. L'objectif est de le faire
au quatrième trimestre de l'année prochaine. Nous sommes dans une période de levée de fonds. On a besoin d'aller au bout de cette levée de fonds pour pouvoir commander effectivement les équipements qu'on a préparés. Et puis le premier de série commerciale, qu'on a appelé Delta, réunira entre 7 et 10 méthaniseurs. Vous l'avez compris, hein, l'objectif, c'est de faire la tournée du laitier et du biogaz, aller récupérer du biogaz dans des exploitations pour pouvoir mutualiser les coûts de transformation en bio-GNL et en bio-CO2 sur un hub. C'est ça la définition du hub. En gros, une station-service, a priori, ou un point d'injection sur un réseau de transport, par exemple, qui nous permet de mutualiser les coûts. Ce que je disais tout à l'heure, donc exemple d'une exploitation quasi autonome. Alors, vous voyez qu'on n'est pas dans des exploitations très petites. On est dans des tailles intermédiaires qui sont capables de produire 25 à 27 tonnes par jour de déchets, enfin d'alimenter le méthaniseur avec 25 à 27 tonnes par jour d'intrants. Donc, vous voyez à peu près la répartition moyenne qu'on attend du type d'exploitation qu'on voudra standardiser demain. On veut rester en dessous des 30 tonnes par jour pour être en dessous des seuils d'autorisation et rester dans des seuils de déclaration qui nous permettront d'avoir une meilleure acceptabilité sociale de la méthanisation. Donc ensuite, pré-traitement, liquéfaction. On vise donc des installations qui pourraient produire à peu près 50 normomètres cubes de biométhane. Donc, je répète, hein, ce n'est pas tout petit encore. À terme, on pourra aller vers des exploitations de taille un peu plus petite. On peut adapter la technologie aujourd'hui à 30 normomètres cubes de biométhane. C'est ce qu'on fait au labo aujourd'hui. Donc, on serait rentable à partir de 30 normomètres cubes de biométhane. Le réseau de collecte, donc c'est à peu près ça. La société de projet au milieu, c'est ça le cœur du business model. La société de projet que nous allons créer va acheter les équipements de Sublime Énergie et la maintenance. On va être actionnaire de cette société de projet et donc la société de projet achète du biogaz dans des contrats à long terme aux méthaniseurs à la ferme, va revendre le bio-GNL et le bio-CO2 dans des stations-service ou autres et bien entendu assurer la collecte du biogaz, la liquéfaction, le transport, l'épuration et la préparation, le conditionnement, l'épuration et la préparation au conditionnement. On a déjà pas mal de lettres d'intention de grands opérateurs et d'autres pour soit acheter les produits finaux, soit nous aider à aller vers les agriculteurs. On travaille aussi en Bretagne, je l'ai dit, à Plélo, donc avec les chambres d'agriculture pour promouvoir ce système qui peut aller vers des petites exploitations agricoles. En tout cas, celles qui aujourd'hui n'ont pas accès à la méthanisation, sauf à se mettre en commun avec d'autres. Et puis, on a aussi des fonds d'investissement d'infrastructures qui sont intéressés pour financer les sociétés de projet. Donc ça, j'en ai parlé, juste un rappel. Société de projet, donc SPV, on a pris le terme anglais, connu par les fonds notamment, nous allons pouvoir opérer des hubs locaux suite à la mise en service des équipements. L'ambition pour 2032 est très importante, avoir 100 hubs opérationnels, donc ça veut dire 1000 méthaniseurs, et puis vous avez des chiffres de production pour la société Sublime Énergie en termes d'EBITDA, en termes de production, 5,5 TWh de bio-GNL produits par an, 600 000 tonnes de bio-CO2 et puis 1,5 million de tonnes d'émissions de CO2 évitées. Je vous remercie pour votre attention. Merci Bruno. Et je peux répondre à vos questions. Voilà, effectivement, on va enchaîner sur la troisième partie de notre discussion et de nos questions sur un procédé effectivement qui intéresse beaucoup, hein, notamment pour valoriser effectivement, comme tu l'as dit, si possible, les productions de biogaz sur des plus petits sites de méthanisation ou peut-être des sites en cogénération qui arrivent aussi un peu en bout de contrat. Donc, Pierre, Absolument. peut-être, quelle Oui, question on a peut-être? une Quelques question. questions.
À quelle fourchette de prix est-il prévu de vendre le bio-CO2? Il y a une précision qu'il y a des gros besoins côté cériste. Oui, c'est effectivement un des marchés. Aujourd'hui, le CO2, c'est un coproduit. Donc, je dirais que si on arrive à vendre correctement le bio-GNL, on pourra avoir un prix intéressant du bio-CO2. Il n'empêche qu'on veut un peu répartir les coûts. Donc, on a vu que les besoins des séristes se situaient aux environs de, aujourd'hui, hein, je parle de prix 2023, les besoins sont à peu près à 100 euros la tonne. Qu'est-ce qu'il en sera en 2026? En tout cas, l'objectif est effectivement de pouvoir avoir un prix raisonnable euh, qui sera adapté au moment en 2026 où on sera à même de vendre. Le business model aujourd'hui est plutôt prévu à 150 euros la tonne. Ok. Pierre, d'autres remarques Non, pas d'autres questions. Je te redonne la main, Hervé. Ok. Et donc, juste une précision, effectivement, que je n'ai pas dite, mais merci Hervé, c'est en France, il y a beaucoup de biomasse agricole. Et il y a toute une partie de la biomasse qui est à peu près estimée entre 40 et 50 TWh, qui n'est pas accessible en fait à la méthanisation parce que situé, parce que trop petit et trop loin des réseaux. Et c'est ce gisement que nous visons. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Et Et n'hésitez par pas si contre, vous juste avez d'autres questions. pour Oui. compléter peut-être aussi, dans la stratégie de développement, parce que vous avez en fait deux voies si je puis dire, de débouchés, quoi. Soit la vente directe de bio-GNL, soit effectivement injecter dans les réseaux à partir du hub. Ça Absolument. reste aussi Oui. une option. Comment Ouais, ouais, tout vous à fait. voyez Et puis la proportion? bah, euh, aujourd'hui, on donne en termes de. On est une société à mission, on est la première société à mission à avoir été immatriculée en France en 2019. Donc l'aspect environnemental et sociétal est extrêmement important. Le business model qu'on a là est pour maximiser, les externalités positives en termes environnementaux, minimiser les émissions de méthane et les émissions de CO2, et deux, maximiser les externalités positives sociétales, c'est-à-dire créer, grâce aux sociétés de projet, un maximum d'emplois. Et donc, côté méthaniseur, dans notre business model, on a prévu une création d'emplois par méthaniseur de 50 mètres cubes à peu près, et 5 créations d'emplois sur le hub. Pour en revenir à l'injection, pourquoi le bio-GNL? C'est parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas pratiquement en France. Il n'y a pas de bio-GNL. Il y a du bio-GNC avec des garanties d'origine dans les réseaux. Parce que tout simplement, remplacer du diesel, du fioul lourd, du carburant agricole fossile par du biométhane, ça évite beaucoup plus de CO2, et là on parle de 50% au moins, que de remplacer du gaz naturel par du biométhane. Donc d'un point de vue environnemental, quand vous mettez du biométhane dans le réseau, vous évitez des émissions de CO2, évidemment, par rapport au gaz naturel, mais si vous remplacez le diesel, le fioul lourd ou le fioul agricole par du biométhane, et typiquement du bio-GNL pour des questions d'autonomie, bah vous évitez encore plus les émissions de CO2. Donc, ça sera à la demande. On a des gros clients qui nous ont demandé les deux, injecter dans le réseau, avoir des garanties d'origine. Par contre, les garanties d'origine, bah, vous n'avez pas du bio-GNL physique. C'est quelque part, vous continuez à utiliser du GNL fossile que vous faites venir par bateau des autres pays du monde, et vous le verdissez avec des garanties d'origine. Le fait de faire du bio-GNL physique, vous ne vous alimentez plus en GNL fossile. D'accord. Peut-être Pierre, il y a peut-être une nouvelle question qui est arrivée dans le chat, là, une dernière. Oui, une nouvelle question sur quelle est la fourchette de prix pour le biogaz acheté aux méthaniseurs agricoles? Ça, c'est une question hyper importante, hein. Je vous l'ai dit, on est entreprise à mission, et dans nos missions, on a effectivement apporté des revenus complémentaires aux agriculteurs et développer l'activité dans les territoires. Donc, on va maximiser, on a une politique où on va avoir des taux de rentabilité interne de projets identiques pour toute la filière, amont agriculteur, SPV, et aval pour le consommateur. Et donc, on veut aller, j'espère qu'on pourra le faire, vers
en fonction de la taille, hein, évidemment. Aujourd'hui, on est sur une moyenne à peu près de 80 à 90 euros du mégawattheure en raisonnant biogaz, c'est-à-dire on achète le biogaz non traité, et donc l'agriculteur ne fait l'investissement que du méthaniseur. Il n'y a pas d'épurateur, etc. On vient chercher le biogaz. Donc, ça permet de rentabiliser très rapidement et d'avoir un revenu pour l'agriculteur très conséquent. À peu près c'est aujourd'hui ce qu'on fait. On veut équilibrer les taux de rentabilité et donc aller vers un très bon complément de revenu pour les agriculteurs, au vu de l'investissement initial. Eh ben, merci bien, Zone de Bruno. chalandise. On va poursuivre avec l'intervenant suivant, Merci. mais on attend effectivement impatiemment l'expérimentation in situ pour effectivement voir concrètement un petit peu les potentialités de cette solution. Pour notre dernier volet des voies innovantes pour la production des énergies de demain, nous allons évoquer une démarche ambitieuse portée par l'entreprise Kairos Energy, qui vise à associer la production d'énergie renouvelable au développement d'une filière de production agricole, en l'occurrence celle du chanvre, et qui s'inscrivant aussi dans une logique d'économie circulaire sur les territoires. Donc Jean Foyer, président de Kairos Energy, va nous présenter cette démarche très intéressante. Bonjour Hervé, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre patience, il est midi, mais je vais essayer de faire au plus vite. Mais quand même de vous parler un petit peu d'agroécologie et de gaz renouvelable. Donc Kairos Energy, on existe depuis juillet 2019 autour de deux ambitions on est à peu près semblable en termes de mission avec Sublime Énergie, l'énergie et l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut faire des ponts en économie circulaire sur ces mondes qui sont des mondes très très différents. Et le pont pour nous, c'est le pont industriel. Voilà, le pont entre les deux qu'on veut développer, qu'on veut mettre en avant. Et donc c'est d'un côté énergétique, on a besoin de décarbonation, hydrogène et CO2, et du côté agriculteur, bien en fait on est l'agriculteur est celui qui est en capacité d'être le plus beau puits de carbone par la photosynthèse. Et donc, il utilise en fait l'hydrogène et le CO2 qui sont dans l'air, enfin le soleil et le CO2 de l'air, tous les jours pour travailler et pour produire des aliments. Et donc, comment est-ce qu'on peut, de manière intelligente, répondre aux défis de la décarbonation et du monde industriel, et du monde des mobilités, d'avoir des énergies plus décarbonées, tout en étant en lien et relié vraiment à la nature, et tout ça en économie circulaire. C'est-à-dire que notre solution, c'est pour un maximum de production et de consommation dans les 50 km. Plus précisément, le démonstrateur qui est au Mans, j'en parlerai un tout petit peu après, on est sur même 35 km. Voilà. Et donc pour faire un petit peu cet écosystème complet, eh bien on va utiliser, comme le disait Hervé juste avant, une plante, une tête d'assolement qui s'appelle le chanvre, voilà, qui est connu, même bien connu, des territoires, on va dire, normands, bretons et ligériens depuis des centaines et des centaines d'années, qui a été un peu tombé en désuétude depuis 50-60 ans, mais qui reprend un petit peu du poil de la bête, on va dire, depuis quelques années, avec différents débouchés. Parce qu'effectivement, le chanvre, mais c'est une culture qui est extrêmement utile pour le sol et qui pousse assez facilement. On n'a pas notamment de produits à mettre, un peu d'azote, mais il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de produits phytosanitaires, très peu d'irrigation, voire pas d'irrigation. En tout cas, dans nos régions, on n'a pas de champs en chanvre irrigués. Et même en Espagne, le chanvre pousse très bien sans irrigation, avec un bon tonnage. Et puis, eh bien, c'est une plante qui va capturer du carbone. Voilà, on dit qu'elle capture 15 tonnes de CO2 à l'hectare.
et elle pousse en environ 4 mois. Donc c'est extrêmement efficace en termes de capture du carbone, donc de photosynthèse, hein. On parlait tout à l'heure d'hydrogène et de CO2, donc c'est de la photosynthèse en barre. Et puis, bien, énormément d'avantages pour le sol, hein, qui sont connus de cette culture. C'est une culture, donc une culture intermédiaire, une culture de printemps, qui va donc, comme je disais, pousser en 4 mois. Et j'ai fait une décomposition vraiment, entre guillemets, idéale, hein, de la plante, avec une production de 10 tonnes à l'hectare, et on peut on va dire schématiser avec 3 produits principaux qui sont utilisables aujourd'hui dans le chanvre, que j'ai appelé tronc, parce qu'il y a chènevotte plus fibre courte pour les plus puristes d'entre vous. La fibre, donc l'écorce de la tige, ça c'est la tige, hein, et puis les graines qui ont une énorme valeur, notamment alimentaire, alors c'est une production bien plus faible que celle du colza par exemple, bien plus courte aussi, mais on est vraiment sur le même type, hein, de graines. C'est une graine qui se presse pour faire de l'huile et du tourteau. C'est également une protéine donc qui est très bonne pour l'alimentation animale, mais également l'alimentation humaine. On en mange de plus en plus du chanvre. Il y a de plus en plus de recettes. Je vous invite à aller voir notamment le site d'Interchanvre pour aller voir les différentes recettes qui peuvent se faire avec du chanvre. Et donc voilà, donc une graine qui est un des revenus de l'agriculteur, hein, puisque l'agriculteur va vendre les graines et va vendre la paille. Et donc tout ça, c'est dans un écosystème complet, assez industriel. Tout à l'heure, je disais, hein, voilà, on va y revenir. C'est-à-dire qu'on a besoin pour notre unité industrielle de 10 000 tonnes de tronc, que je baptise tronc, hein, par an, pour produire le gaz par gazéification. Donc la gazéification, c'est la décomposition de matière organique, mais en utilisant une très haute température. Donc c'est la méthanisation, on est aux alentours de 36-37 degrés. Là, on est entre 800 et 1200 degrés. Voilà, autour de 1000 degrés. Donc ça va extrêmement vite, et ça transforme de manière quasiment flash une biomasse en gaz. L'avantage du chanvre dans cette utilisation de la gazéification, j'y reviendrai juste après. Mais voilà, mais donc je redisais, hein, la graine est vendue par l'agriculteur, et nous on va récupérer la tige qui va être séparée. Donc pour toutes les industries qui peuvent utiliser la fibre, dans notre démonstrateur au Mans, on a un débouché bien particulier de la fibre, mais il y a énormément de débouchés différents, hein. On va du papier jusqu'au textile, même les panneaux de portes de voitures, de carénage d'avion, énormément de tissus, de toiles d'emballage, bien entendu des cordes, hein. C'était la principale utilisation du chanvre au cours du 18e, 19e siècle. Et donc voilà, donc vraiment et puis vous avez quelques ordres de grandeur, hein, avec ces 10 000 tonnes de tronc de chanvre. Qu'est-ce qu'on peut produire en énergie? Donc on pourrait produire un maximum de 450 Nm3/h si on ne faisait que du méthane, ou de 3,5 tonnes d'hydrogène par jour. Voilà, plus du CO2, donc du bio-CO2, hein, voilà, qui est le coproduit, hein, hydrogène et CO2, ce sont les deux produits du gaz de synthèse. Pour répondre en direct à la question qui vient d'être posée, et pour pas faire trop attendre, tout va dépendre du rendement, mais on y reviendra dans la question juste après. Donc sur le process industriel, en fait, on va extraire les fibres, homogénéiser la matière, la sécher, gazéifier. Donc on fait une gazéification avec de la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'on va injecter de la vapeur d'eau et du chanvre. Et le fait d'arriver à une température assez haute fait qu'on va avoir un processus qui va être autotherme. C'est-à-dire qu'on va chauffer le gazéifieur initialement. Ensuite, en injectant le chanvre à la vapeur d'eau, on va maintenir la température à l'intérieur du gazéifieur, produire le gaz de synthèse. Il n'y a pas de biochar. Tout le carbone, allez, à 97% du carbone est craqué en CO et en CO2. Et donc les cendres minérales qui vont rester sont vraiment
minéral. Voilà, il n'y a plus de contenu carbone. Le carbone, en fait, il est dans le gaz, donc soit dans le CO2, soit dans le biométhane qui est injecté dans les réseaux de gaz au vu de la production importante de cet écosystème. Donc le site, vous voyez un visuel du site qui va être... les travaux vont démarrer début du mois de mai, à Trangé. Donc Trangé, c'est dans la métropole du Mans, à l'ouest du Mans, juste accolé à la ville du Mans, donc sur une parcelle de 2 hectares, avec donc des bâtiments voilà, que vous avez des petites visuels là, qui vous montrent un petit peu le site industriel donc de transformation du chanvre d'un côté, et puis de transformation en gaz, puis traitement des différents gaz pour faire des gaz d'intérêt, un poste d'injection pour pouvoir injecter le gaz dans les réseaux GRDF, et ensuite une évacuation, un pipeline hydrogène pour une station hydrogène, et puis des camions citernes qui viendront chercher également l'hydrogène et le CO2 liquide. Voilà notre ambition chez Kairos Energy, hein, c'est 200 000 hectares de chanvre à l'horizon 2030-2035, donc 125 unités Kairos. Voilà, c'est 125 unités. Donc aujourd'hui, 200 000 hectares de chanvre. Il y a 10 fois moins de chanvre qui est produit en 2022 en France, hein. Il y a environ 20 000 hectares. Mais on est sur une tête d'assolement. La tête d'assolement principale, c'est le maïs. On ne va pas concurrencer le maïs avec 2,7 millions hectares plantés, mais 200 000 hectares, c'est significatif. Ça permet aussi de répondre à certaines problématiques de stress hydrique, et puis de têtes d'assolement positives et qui stockent du carbone pour les agriculteurs, de rajouter une culture dans l'assolement en diversification. La PAC, avec ces nouveaux éco-régimes, aide beaucoup pour la diversification. Puis un exemple, hein, voilà, 100 000 tonnes de tourteaux de chanvre remplaceraient 3% du soja importé en France. Donc voilà, on essaye vraiment de boucler des boucles les plus vertueuses et les plus locales, adaptées à chaque territoire possible, en utilisant toutes les possibilités qu'offre cette merveilleuse plante, le chanvre, et puis les avenirs de ces nouveaux gaz décarbonés, complètement renouvelables, que sont le biométhane et l'hydrogène renouvelable, pour ce pont industriel avec les mobilités, et puis plus de fibres locales et biosourcées il y aura, moins on devra dépenser de pétrole. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'ai essayé d'être le plus rapide possible dans la présentation, et je vous donne la main pour d'éventuelles questions. Merci bien, Jean. Ouais, effectivement, on a un peu de retard, mais bon, c'est vrai que c'est des sujets très intéressants. Je pense que les participants quand même comprendront voilà, qu'il est intéressant aussi de rester sur les questions. Alors peut-être Pierre, ouais, je vois que le chat est animé. Oui. Quelques Alors, questions. une première question auquel a apporté une réponse Jean. La deuxième, quel prix de rachat pour la chaîne VOLT par rapport à une valorisation pour béton de chanvre? Alors, aujourd'hui, nous, on n'achète pas la chaîne VOLT, on achète la paille. Voilà. Et le prix qui est prévu, c'est 150 € la tonne de paille achetée. Donc, on n'achète pas la chaîne VOLT, on achète la paille et on vend la fibre. Et on utilise en fait les résidus de défibrage donc, de l'unité pour produire le gaz. On n'achète pas la chaîne VOLT en direct. On achète toute la paille. Une autre question, Pierre? Deuxième question, quelle énergie est utilisée et quel bilan carbone pour maintenir les températures à 1000 degrés Celsius? Alors, oui, alors l'énergie, en fait, elle va dépendre un petit peu du lieu d'implantation des unités de production. Au Mans, ce sera de l'électricité. Donc, on va chauffer, voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est autotherme, c'est-à-dire qu'on ne va pas maintenir, la température se maintient par elle-même dans le gazéifieur. Et l'électricité qu'on va acheter, en fait, elle va provenir de sources renouvelables qui sont produites aux environs immédiats du site. On a des champs photovoltaïques qui sont en cours d'installation. Donc, on va acheter de l'électricité décarbonée, renouvelable même,
pour pouvoir faire tourner l'unité, parce qu'il n'y a pas que la gazéification, il y a tout le procédé de compression des gaz qui nécessite également de l'électricité, mais il n'y a que de l'électricité qui est utilisée avec le chanvre comme source d'énergie entrante pour le site, sachant que si on est sur le bilan énergétique, ce que j'ai très rapidement dit, mais pas assez, c'est qu'on produit également beaucoup de chaleur, puisqu'en fait, les réactions, notamment de méthanation qu'on a sélectionnées, sont des réactions qui sont exothermiques, donc qui produisent de la chaleur. Et donc, on va se servir de cette chaleur en majorité pour les besoins du site, pour le séchage, etc., pour le chauffage des bâtiments. Et également, on va pouvoir revendre dans les industriels et dans les collectivités à proximité la chaleur qui va être produite. Encore une ou deux questions peut-être Oui, une question suivante. 200 000 hectares nécessitera de démultiplier les usines. Quelle marge culture par hectare pour l'agriculteur? Ouais, mais bien entendu, l'objectif, c'est de faire ces unités de environ 1500-2000 hectares par territoire. C'est bien des écosystèmes d'économie circulaire. Il ne s'agit pas de faire des gigafactories de production de coproduits de chanvre et puis d'énergie renouvelable. C'est voilà, un territoire, un groupement. Si on est sur un agriculteur qui a environ 10 hectares par an de chanvre, eh bien, on est sur 150-200 agriculteurs qui sont regroupés autour de ce territoire. Si on est sur des agriculteurs qui ont 50 hectares à mettre par an, bah, c'est un peu moins. Mais voilà, donc après, la marge culture, notre objectif de produits agricoles, il est de ne pas être perdant par rapport à d'autres cultures. On ne sera jamais équivalent à une culture maraîchère type les choux du Nord Finistère, mais plutôt sur une tête d'assolement de céréales. Voilà. Ce n'est pas une culture qui est cotée, donc on est bien entendu très dépendant des fluctuations. Dire, le tournesol, le maïs notamment, peuvent avoir des cours qui sont plus ou moins importants, mais notre objectif, c'est vraiment de s'inscrire dans des pratiques agroécologiques, de rajouter une diversification et que l'agriculteur s'y retrouve. Voilà. Surtout que ce soit un modèle qui soit gagnant-gagnant, juste partagé entre celui qui va acheter le biométhane ou l'hydrogène, il saura que l'agriculteur sera rémunéré correctement. Et dans tous les cas, c'est un modèle qui est complètement dépendant de la rémunération de l'agriculteur, puisque c'est une plante qui se ressème tous les ans. Donc, on va faire des contrats long terme par site, au moins, c'est en tout cas comme ça qu'on va fonctionner, pour avoir un lien de confiance aussi, de proximité qui sera avec chaque exploitant. Mais l'objectif, c'est vraiment du gagnant-gagnant, du personnalisé et de l'économie circulaire. Parfait. Bah, je crois qu'on a bien éclairci même s'il y a encore des questions, évidemment, toujours. On s'efforcera d'y répondre effectivement à toutes. Mais merci bien Jean de ces éclaircissements. Alors tous ces projets nous montrent bien la diversité et la richesse des solutions envisagées pour répondre aux enjeux de transition énergétique et climatique. On a vraiment eu un aperçu très varié de ces solutions.